chers amis journalistes, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau à la Sénat. Nous vous avons appelé pour tout simplement vous faire part d'un certain nombre de choses suite à la publication des listes de candidatures. Cette fois-ci, ça sera une conférence de presse et nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions sans tabou. Bien entendu, on ne va pas passer la nuit ici. Ce serait tant mieux si vous vous étiez organisés pour dire, bon, tel groupe pose des questions et les autres vont recueillir après les réponses. Vous vous entendez pour poser des questions. Donc, nous n'avons rien à cacher et c'est pour ça que nous sommes prêts à répondre à tout. Alors, mesdames et messieurs les professionnels des médias, c'est juste mon mot liminaire avant l'ouverture des débats. Depuis la publication le 5 mars dernier de la liste des partis retenus par la Sénat pour prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, l'opinion publique nationale et internationale est gavée de commentaires et de réactions tendant à insinuer que la Sénat n'aurait pas fait preuve d'impartialité et d'objectivité dans l'examen des dossiers de candidature des partis politiques reçus à la Sénat. Aussi bien sur les réseaux sociaux, les plateaux de télévision que dans la presse écrite, ces informations sont distillées au point de susciter des interrogations auprès de nos compatriotes qui, aujourd'hui, ont des doutes sur la probité des membres de la Sénat. Pour obtenir réparation de ce qu'ils considèrent comme une injustice faite à leur endroit, les partis politiques concernés ont formé des recours devant la Cour constitutionnelle en évoquant même devant cette instance des traitements de faveur qui auraient été faits à d'autres partis à leur détriment et en exhibant même des documents de travail frauduleusement soustraits de la Sénat. D'autres acteurs politiques se sont emparés de ces allégations à des fins de récupération politique en faisant des amalgames de toutes sortes pour en conclure à la non-crédibilité de l'institution et à l'urgence de démission de ses membres. Devant tant d'avalanches de critiques, nous sommes restés sereins, attendant, en bon légaliste, les décisions du juge constitutionnel devant qui ces griefs contre la Sénat ont été portés. Depuis ce matin, ces décisions de la Cour constitutionnelle sont connues. Nous pouvons maintenant dire notre part de vérité en relatant en toute objectivité ce qui s'est passé afin que les intoxications ne l'emportent pas sur la réalité des faits. Je voudrais d'abord souligner que la Sénat ne vote pas les lois. Cet acte relève des prérogatives de l'Assemblée nationale. La Sénat n'interprète pas non plus la loi. Ce rôle est dévolu à la Cour constitutionnelle. La Sénat est chargée tout simplement d'appliquer la loi tout en étant consciente que la compréhension qu'elle a de ces lois peut être remise en cause par l'instance chargée de leur interprétation, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, il est important de souligner que nos décisions sont prises en plénière, soit par consensus ou à la majorité, et que nos délibérations sont frappées du secret, conformément à l'article 26 du Code électoral. C'est à la lumière de ces considérations que je viens d'énumérer que je vais articuler l'essentiel de ce propos liminaire en 3 points. D'abord, l'historique
et la méthodologie que nous avons suivie pour l'étude des dossiers de candidature. Deuxièmement, la délibération et le supposé favorisme fait à des partis politiques. Troisièmement, la convocation du président de la Sénat à la brigade criminelle de Cotonou. Historique et méthodologie de l'étude des dossiers de candidature. Comme vous le savez, le 26 février 2019, et ce, conformément à notre calendrier électoral, la Sénat a enregistré les déclarations de candidature de 7 partis politiques désireux de prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019. Ces partis politiques sont les suivants. Union progressiste, UP, Parti du renouveau démocratique, PRD, Bloc républicain, BR, Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Union sociale libérale, USL, Moël Bénin. En dehors de ces 7 partis politiques, aucun autre parti politique ne s'est présenté à la Sénat pour une déclaration de candidature. À la réception de chacune des déclarations de candidature, il a été mis en place une équipe chargée de vérifier la complétude des pièces présentées par chaque parti. À l'issue de cette vérification sommaire, il a été délivré à chaque parti un récépissé provisoire comportant la mention « dossier complet » ou alors la mention « dossier incomplet ». C'est dans ce cadre que les récépissés provisoires délivrés à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et à l'Union sociale libérale ont été estampillés dossier incomplet. En raison de l'absence dans leur dossier du récépissé provisoire et du certificat de conformité exigé par la décision du 1er février de la Cour constitutionnelle. Tous les commissaires ont pris part à la réunion qui a abouti à cette prise de décision. À cette phase de l'examen de la complétude des pièces a suivi la phase de l'examen de conformité et de recevabilité des déclarations de candidature. Je passe ainsi, deuxième volet, délibération et supposé favoritisme. À cet effet, il a été mis en place 2 équipes composées de 6 cadres, chacune dont la mission était de procéder à l'examen de chacun des dossiers de candidature et de relever toutes les observations constatées pour permettre à la plénière de la Sénat de prendre les décisions appropriées au cours de cette délibération. Ainsi, chaque dossier a été examiné par chacun des 6 cadres de l'équipe avec une fiche de relevé des observations faites par lui. Au terme de ce travail préliminaire, une synthèse globale des observations relevées sur chaque dossier présenté a été faite et soumise à la délibération de la plénière. Il est important de faire noter que les dossiers des partis de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et de l'Union sociale, USL, n'ont pas fait l'objet de cet examen en raison du fait que leur déclaration de candidature était incomplète. Seules les déclarations de candidature des partis suivants ont fait l'objet de l'examen préliminaire prescrit au cadre. Il s'agit de l'Union progressiste, UP, du Parti du renouveau démocratique, Bloc républicain, PRD, du Bloc républicain, BR, Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, Moël Bénin. Et comme je viens de le rappeler plus haut, l'examen préliminaire effectué par le comité des cadres a été soumis à l'examen de la plénière de la Sénat les 3, 4 et 5 mars 2019. Je suis obligé, parce qu'on nous a poussé, d'évoquer ici certains aspects de nos délibérations. Je n'aurais pas souhaité le faire, nous n'aurions pas souhaité le faire, mais je crois qu'à force de ne rien dire, on pense qu'on n'a rien à dire. Il me plaît de souligner qu'à l'ouverture de cette plénière, j'ai rappelé à tous les commissaires leur devoir d'impartialité, de neutralité et d'objectivité
dans l'examen des dossiers soumis à leur attention. C'est sur cette base donc que la déclaration de candidature de chaque parti a fait l'objet d'un examen minutieux en présence de tous les commissaires au regard des observations produites par les cadres de la Sénat. Chaque observation a fait l'objet de débats sur son importance par rapport aux dispositions du Code électoral et sur sa pertinence et sur la pertinence de son maintien au nombre des griefs à retenir par la Sénat. C'est à l'issue de cette délibération que les observations les plus importantes sont retenues pour chaque parti. Ainsi, en ce qui concerne, par exemple, le cas du PRD, 17 observations ont été faites initialement. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de liste de candidatures investies en pièces jointes. Nous avons constaté également que le mandataire signataire de la déclaration de candidature est différent du déclarant. Nous avons aussi observé que les procurations dans tous les dossiers de la liste ne portent pas le nom du mandataire. Nous avons observé qu'il n'y a pas le certificat de nationalité dans le dossier de Honfo, Charlemagne. Il y a dans le dossier de Akadiri le casier judiciaire B2 au lieu du casier judiciaire B3. Nous avons aussi remarqué que le casier judiciaire de Décour en Serme Parfait date du 7 janvier 2018. Nous avons aussi constaté que la carte d'électeur supposée être celle d'Aclasato Salvador n'est pas la sienne. Nous avons aussi remarqué que le certificat de Afouda Raoul Francis Aristide et son acte de naissance ont été légalisés par un commissaire. Il y a aussi l'absence de nationalité appartenant à Amani, dans la 4e circonscription, et que le certificat retrouvé dans son dossier appartient en fait à un autre. Il a aussi été constaté que la carte d'électeur retrouvée dans le dossier de Guidossi Benukpo Alfred appartient en fait à Guidossi Belmus. Voilà donc un certain nombre d'observations qui ont été faites. Mais après la délibération, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons retenu comme pertinente, en ce qui concerne le PRD, les points suivants, les fautes suivantes, parmi les 17, et après délibération en plénière. Nous avons retenu comme faute pouvant être sanctionnée la copie du certificat de nationalité de M. Honfo Charlemagne, candidat du PRD, dans la 19e circonscription électorale, n'est pas légalisée. Il n'y a pas, deuxièmement, il n'y a pas de concordance entre les noms du candidat Aclasator Salvador Sénat et Toniso Dominique, mentionnés sur la carte d'électeur qui a été produite. Le certificat de nationalité retrouvé dans le dossier de M. Amani Biliaminou est celui de M. Mayaki Boni Nassirou. La carte d'électeur retrouvée dans le dossier de M. Guidossi Benukpo Alfred appartient à Guidossi A. Bermus. Ce n'est pas sa carte d'électeur. Ensuite, 3 candidats, en l'occurrence Amani Biliaminou, Baroga Yoto et Kialou Warando, présentés par le PRD, se retrouvent aussi sur la liste de Moël Bénin. Ça veut dire que c'est ce que nous avons considéré après nos délibérations comme faute qu'on pourrait reprocher au parti PRD. Pour le parti républicain, nous avons eu 3 observations majeures. La non-signature de la déclaration sur l'honneur. Deuxièmement, la discordance entre les dates de naissance mentionnées par les pièces administratives sur les pièces administratives d'un candidat. Troisièmement, le quitus fiscal d'un candidat comporte des noms qui ne correspondent pas avec ceux mentionnés sur ses propres pièces d'identité, telles que l'acte de naissance et le certificat de nationalité. C'est les histoires de Boni, Adam Boni. C'est souvent ça. Je ne parle pas d'un parti qui n'est pas impliqué
dans le processus qui a été enclenché devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit du FCDB, où nous avons aussi des observations. Pour le Moël Bénin, 6 observations ont été faites. Et il s'agit, entre autres, aucun dossier de candidature ne comporte de procuration. Ça, c'est les observations qui ont été faites par les cadres. Il y a ensuite non-conformité entre le non-inscrit sur le certificat de nationalité et celui inscrit sur le casier judiciaire pour un candidat. Le certificat de nationalité légalisé par un commissaire de police. La légalisation de l'acte de naissance par un commissaire de police. 12 cartes d'électeurs ont été signées par Saka Lafia. 5 cartes d'électeurs ont été signées par Nassirou. Après délibération, nous avons retenu seulement 2 griefs. D'abord, le fait que des déclarations de candidature ne soient pas signées, c'est l'ensemble. Et deuxièmement, le fait que 3 candidats qui se retrouvent sur la liste du PRD se retrouvent également sur la liste Moël. Ça suffit pour invalider la liste. Parce que dans le code, il est dit l'enregistrement de 2 candidatures est de plusieurs listes, d'un candidat sur plusieurs listes est interdit. Pour l'UP, voilà les observations qui ont été faites par les cadres. Sur la déclaration de candidature, Yombo Kinopa Thomas est né en 72, alors que toutes les autres pièces, dans toutes les autres pièces, il est né en 1973. Mais oui, nous voulons être transparents. Le lieu de naissance de Yempabu Bundia Jacques est Kérou sur la carte d'électeur et Kondé sur toutes les autres pièces. Ça, c'est avant la réforme, sous la Révolution. En ce moment, il y a eu découpage des communes, enfin des anciennes communes. La date de naissance de Iperi Labeti est le 5 février, est le 5 décembre 1983 sur la déclaration de candidature et le 5-10-83 sur toutes les autres pièces. La date de naissance de Tozo Rigobert dans la 12e circonscription électorale est 15-3-76 sur la carte d'électeur et le 1-1-76 sur toutes les autres pièces. La date de naissance de Medewanou Kofi Ernest est de 4-4-64 sur la carte d'électeur et de 3-4-64 sur les autres pièces. La date de naissance de Adeshi Sani Bouraïma est du 18-3-57 sur la carte d'électeur et vers 57 sur toutes les autres pièces. La date de naissance de Yansounou Aristide est du 21-8-67 sur la carte d'électeur et de 30-8-67 sur les autres pièces. Il y a aussi la non-précision du mandataire sur la procuration de Yansounou Aristide. Il y a également un manque de procuration de Fefe Abdou Razak. La date et le lieu de naissance de Nyagnon Komlan Charles est du 26-12-84 à Grand Popo sur le certificat de résidence et en 1976 à Komé sur le certificat de nationalité, sur les autres pièces. Il y a aussi la légalisation d'une carte d'électeur, d'un certificat de nationalité et d'un acte de naissance par un commissaire de police, alors que selon nous, ça devrait être par un chef d'arrondissement ou bien par le maire. Il y a aussi l'utilisation de 13 cartes d'électeurs signées par Saka Lafia. La plénière, après avoir fait une appréciation globale de toutes ces observations, a décidé de ce que les observations communes à toutes les listes et celles qui dépendent de l'administration ne seraient pas prises en considération. C'est la décision que nous avons prise, ici même. Et donc, la légalisation de certaines pièces constitutives du dossier par les officiers de police. C'est vrai que nous avions dit que les pièces devaient être signées par les chefs d'arrondissement ou les maires, mais voilà que beaucoup de candidats ont fait signer leur dossier par des commissaires de police. Nous avons considéré que ce n'était pas une faute suffisamment grave.
L'utilisation de cartes d'électeurs signées par Sakalafia et Arifari Bako. On ne va pas en tenir rigueur aux candidats qui ont signé ces pièces, qui ont présenté ces pièces, parce que la carte d'électeur a une validité de 10 ans. On ne va pas les pénaliser pour ça, et c'est de vraies cartes. Ensuite, les dates de naissance mentionnées nées vers ou nées le 30 janvier 57, par exemple. On ne peut pas en tenir rigueur aux gens pour ça. Les lieux de naissance des candidats nés avant le découpage territorial sous la Révolution. Le cas que je viens de citer, Bundia Yempabu, Kérou faisait partie de la commune de Kondé. Au moment de la réforme territoriale sous la Révolution, Kérou a été créé en tant que commune rurale et son village se retrouve dans la commune rurale de Kérou. Il ne va pas revenir à Kondé quand même. C'est pourquoi, c'est entre autres ce que nous avons retenu comme faute légère, comme faute mineure. C'est pourquoi la plénière n'a retenu que les observations qui constituent véritablement une violation flagrante du code électoral. C'est au terme donc de cette décision que les observations manifestement en violation avec le code électoral ont été imputées à chaque partie. Mais dès lors qu'il n'y a pas de faute grave, on ne va pas imputer à ce parti. Et on ne va pas mentionner sur la décision, voilà les observations qui ont été faites. Non. Pour le PRD, nous avons déjà dit, c'est le certificat de nationalité de M. Renfort. Il y a ensuite, qui n'est pas légalisé, il n'y a pas non plus de concordance entre les noms du candidat Aklassato Salvador et Toniso. Les deux certificats de nationalité qui n'appartiennent pas aux personnes qui ont été identifiées. Et ensuite, l'existence de 3 candidatures qui sont en communauté avec Moël Bénin. Pour l'UP, la plénière, estimant que les observations relevées ne violent pas le code électoral, a décidé de retenir ce parti, tout comme le parti Bloc républicain. Et donc, c'est une décision qui a été prise ici dans cette même salle, ensemble. C'est vrai que le lendemain, lorsque nous sommes revenus pour faire approuver le compte rendu, il y a un commissaire qui a dit non, qui se désolidarisait de cette décision. En ce qui concerne le parti Moël Bénin, plusieurs observations contraires au code électoral ont été retenues. Il s'agit des 2 points suivants, la déclaration de candidature qui ne comporte pas de procuration et les 3 candidatures qu'il a en commun avec le PRD. Je ne vais pas revenir sur le parti Force Cori pour le développement du Bénin, puisqu'il n'a formé aucun recours contre la Sénat. Au regard des décisions prises par la Sénat et qui viennent de vous être présentées, nous ne voyons pas en quoi elle a fait preuve de favoritisme envers un parti au détriment du PRD. En réalité, c'est plutôt le PRD qui devrait se réjouir du traitement qui lui a été appliqué parce que certaines fautes n'ont pas été prises en considération dans les délibérations de la plénière. En effet, à la Sénat, nous ne nous considérons pas comme des pères fouettards ni des préfets de discipline qui sont chargés de voir tous les jours comment est-ce que les partis se comportent, quelles sont les fautes. Nous ne sommes pas chargés de relever les fautes. Nous nous considérons tout simplement comme des individus qui comprennent les difficultés des partis politiques à surmonter toutes les exigences du nouveau code électoral. Au surplus, il nous est revenu que lors des débats devant la Cour constitutionnelle, les représentants du PRD ont eu à exhiber des documents de travail censés être protégés et non divulgués. La Sénat ne peut que déplorer ces faits et se réserve le droit de donner la suite appropriée à cette soustraction frauduleuse de ces documents. Troisième point de mon intervention liminaire, c'est la convocation de la brigade criminelle du président de la Sénat. Cette convocation a fait l'objet d'un buzz sur les réseaux sociaux avec en arrière-plan des amalgames qui n'ont rien à voir avec la réalité. En effet,
c'est à la suite d'une plainte du sieur Aklassator que le président de la Sénat a été convoqué pour les besoins d'enquête sur décision du procureur de la République. Je rappelle à toutes fins utiles que M. Aklassator a été positionné comme candidat sur la liste du PRD. L'intéressé a saisi la Sénat par exploit d'huissier d'une correspondance par laquelle il a appelé l'attention du président de ce parti qui ne disposait pas de carte d'électeur et qui ne pouvait pas donc être candidat. Malgré cette requête, dit-il, il a été retenu comme candidat et a constaté qu'à la publication des candidatures du PRD, son nom figurait. C'est dans ce cadre qu'il a élevé une protestation en affirmant que n'ayant pas de carte d'électeur, sa candidature serait piratée et serait soutenue par une fausse pièce, dit-il. Effectivement, nous avons constaté au cours de l'examen des dossiers que M. Aklassator Salvador Sena figure comme candidat du PRD dans la 10e circonscription électorale. Au vu de cette correspondance, le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la Sénat a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aklassator Salvador Sena. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente, dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines, d'appeler le commissaire Freddy Umbedji, ici présent, qui détient les clés de ces cantines pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique, arguant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. Parce que, soutient-il, c'est la plénière qui lui aurait remis les clés. Ma tentative de le ramener à la raison n'a pas abouti et j'ai donc fait état de ce refus devant le bureau de la brigade criminelle en attendant la suite qui sera réservée à ce dossier. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser poser vos questions, je voudrais vous dire qu'à la Sénat, nous ne nous considérons pas comme les bourreaux des partis politiques. Nous nous considérons tout simplement comme des citoyens au service de la nation, pour autant que les conditions nous permettront de l'être. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, à quel niveau d'exécution se trouve la Sénat dans l'exécution de son chronogramme. Merci, Monsieur le Président. Quelle est la règle dans la présentation des dossiers de délibération, des pièces de haute délibération devant les institutions de la République? Quelle est la règle? Lorsque, par exemple, vous êtes appelé pour une enquête, le besoin d'une enquête, quelle est la règle qui prescrit la présentation de ces délibérations-là, justement, devant ces instances-là? Est-ce qu'il est arrivé, il y a eu des précédents où de telles pièces ont été retenues ou validées dans un dossier de candidature? Oui. J'aimerais savoir ce qui s'est passé avec le cas de Arovoa-là, où le PRD a déclaré de ses candidats, et pas sur les seuls de la liste de leur parti. Par rapport à cela, si le cas a été étudié. Le fonctionnement de l'instance que vous dirigez, Monsieur le Président, vous avez demandé le conseil parce qu'il a refusé de remettre la clé des cantines. Et vous avez laissé entrevoir qu'il y aura une suite. Est-ce que vous pouvez être un peu précis par rapport à la suite que vous entrevoyez? Deuxième question, vous avez dit qu'il y a un conseiller qui s'est désolidarisé d'une décision. Vous ne l'avez pas nommé. Par contre, vous avez nommé le commissaire Umbedji, excusez. C'est qui ce conseiller ce commissaire qui s'était désolidarisé d'une décision prise par la commission? Demain, on devrait assister au positionnement des listes de candidatures sur la liste, sur le bulletin. Est-ce qu'en absence de décision politique, la Sénat continue inexorablement?
ce chronogramme à exécuter. Pour revenir à la conférence de presse, ce que vous avez eu à dire, ne pensez-vous pas que l'appréciation de la gravité ou non de reproche relève de l'opinionisme, de l'opinion de chaque commissaire de la Sénat, et cela pourrait amener des gens qui ont vu leur dossier rejeté à remettre en cause le fait que vous avez minoré certaines fautes relevées dans les listes qui ont été retenues et qui pourraient les amener à saisir la Cour constitutionnelle. Ne pensez-vous pas que la Sénat, au lieu d'aller sur ce point d'opinion par rapport à ces fautes-là, devrait faire un travail technique et laisser pourquoi pas la Cour constitutionnelle apprécier la gravité ou non des reproches faits aux uns. C'est ma question essentielle. La préoccupation a été prise en compte par mes prédécesseurs. Néanmoins, je tiens à demander quand même. Il y a eu soustraction frauduleuse de documents de la Sénat. Moi, j'aimerais demander, puisque je suis juste assise à côté du commissaire Freddy Mbedi, est-ce par vous que s'est opérée cette soustraction frauduleuse? Puisque tous les regards sont tournés vers vous, puisqu'on parle de PRD. Et donc, comment est-ce que ces pièces sont-elles arrivées aux mains du PRD? Et quelle sera la suite de votre audition, Monsieur le Président, puisque on sent qu'il y a un blocage. À un moment donné, on n'a pas pu ouvrir les cantines contenant donc les dossiers et les détails dont vous avez parlé. Ensuite, puisque sur instruction du Président de la République, on est retourné à l'Assemblée nationale pour retoucher les lois qui posaient problème, pour favoriser un plus grand nombre de partis politiques à prendre part aux élections, à supposer que ces lois arrivent à être retouchées et qu'on permet, on ouvre un peu la vanne à d'autres partis politiques, quels seront les impacts sur les activités de la Sénat? Est-ce que ça sera un recommencement à zéro? Comment est-ce que ça va se passer si on se retrouvait dans ce schéma-là? Merci. Un Sénat composé de personnes d'horizons divers. Il se fait que parfois, nous n'arrivons pas à coordonner nos violons. C'est ce que je constate. Ce n'est pas... C'est un peu comme une assemblée, comme à l'Assemblée nationale. Encore que ici, c'est même plus grave. C'est plus grave. Il y a des commissaires qui pensent que je ne suis pas président, ou bien je suis président de nom. Ah oui. C'est ça qui est grave dans une administration publique, où le chef de l'institution est considéré comme c'est mon égal. Ça, c'est dangereux pour la République. Ensuite, quelqu'un demande comment se déroule notre chronogramme. On va l'exécuter. Nous avons élaboré un chronogramme. Nous suivons notre chronogramme jusqu'au moment où on va constater que il est difficile de continuer à l'exécuter. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous arrêter signifierait quoi? Que nous ne faisons pas notre travail. Or, notre travail à nous ici, c'est de préparer les élections. Tant que les conditions sont réunies pour qu'on prépare les élections, on va continuer à faire le travail. Nous ne sommes pas des politiques. Et je rappelle ça souvent aux commissaires. Même quand on appartient à un parti politique et qu'on vient ici, on doit faire l'effort d'oublier son parti politique. Même si on ne l'oublie pas, mais de ne pas fonctionner en fonction de son parti politique. C'est la seule manière de tuer la Sénat. Alors, les pièces signées par des policiers. Les policiers, pour certains, c'est des officiers de police judiciaire. Et je me rappelle, dans le temps, ma première carte d'identité a été signée par un policier à Ouida. C'est vrai que par la suite, on a dit que c'est les chefs d'arrondissement, c'est les maires qui doivent signer les officiers d'état civil. Mais si quelqu'un vient avec un dossier signé par un commissaire de police, on suppose quand même que le commissaire de police, il est assermenté.
C'est un homme de loi. On ne va pas rejeter. C'est pour ça que je vous dis, l'application de la loi que nous faisons ici, ce n'est pas « tu n'as pas fait ça, on doit te faire ça ». Non. Si on fait comme ça, on n'aura pas de bons partis politiques. Nous sommes en quelque sorte chargés de les éduquer. Et on devrait même les aider en les formant, en disant, quand on vous demande de remplir tel papier, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça fait partie de notre rôle. C'est parce que nous n'arrivons pas, faute souvent de moyens et d'attention et de temps, à faire ça. Sinon, ça fait partie de nos obligations. Si vous n'avez pas de bons partis, comment vous allez organiser de bonnes élections? Impossible. Donc, concernant cet aspect-là, voilà. Alors, comment on présente nos dossiers devant pour les adopter ici? C'est soit les cadres qui se réunissent et qui nous font des propositions, ils étudient le dossier, ils nous font des propositions, on discute, on tranche. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de consensus, on vote. Pour ça, là, on a voté aussi. C'est normal, c'est une assemblée. Il faut voter si c'est nécessaire. Et c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Donc, si c'est un dossier qu'on étudie ici, oui. Si on doit le présenter dehors, mais on procède de la même manière. On se retrouve et on discute de comment on va le présenter. On se concerte. Si on s'entend sur quelque chose, que ce ne soit par consensus ou par vote, on présente le dossier et le président va porter le dossier à l'attention de l'institution concernée. Mais pour le cas précis, je n'ai plus rien à faire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas l'attacher au groupe pour venir dire il faut sortir, il faut apporter les clés. Non. Je ne peux pas le faire et je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé de donner le dossier. Ceux qui ont demandé de donner le dossier sauront trouver les moyens pour trouver le dossier. Il n'y a pas de problème pour ça. Et concernant Awanvoye Bla, qui est candidat, et qui est PRD, qui est candidat sur Ondou, j'ai entendu ça. Et des gens ont voulu se servir de ça pour dire la Sénat n'a pas invalidé. Nous, on n'a pas ici la liste des partis politiques. On n'a pas, aucun parti politique ne nous a envoyé une liste pour dire voilà la liste de mes membres. Aucun parti. Alors, sur quelle base on va dire qu'Awanvoye Bla est de tel parti? Non. Et puis, vous nous voyez en train de nous occuper de ça là. Ceux qui estiment que c'est leur membre, qu'il est membre de leur parti, ils saisissent la Cour. Et la Cour va trancher. Mais on ne va pas demander à la Sénat de fouiller dans ces listes-là. Nous n'avons pas de liste. On ne peut même pas. Mais, et je sais comment les hommes politiques font. Aujourd'hui, ils sont dans tel parti, le lendemain, ils changent. C'est comme ça. Et s'il a changé, je ne peux même pas savoir s'il a envoyé une lettre de démission. On ne gère pas les partis politiques ici. Donc ça, c'est un argument qui ne peut même pas tenir devant la Sénat. Ensuite, vous avez demandé, est-ce que vous suivez, vous, mes amis, là, pour répondre aux questions, hein? Parce que parfois j'oublie. Hein? Laisse ça tomber et suis. C'est les questions, tu as noté, les questions. D'accord. Et chronogramme, est-ce qu'on va continuer à suivre le chronogramme? Oui. Si les députés ou la classe politique en général trouvent une formule pour dire, bon, c'est comme ça qu'on va faire, bon, nous allons nous adapter. Ils vont tenir compte forcément de la Sénat. Et ils ne peuvent pas dire, bon, on a décidé comme ça, la Sénat n'a qu'à se débrouiller. Non. Je pense quand même qu'au vu des décisions qui auront été prises, je ne sais lesquelles encore, on va s'asseoir pour dire, bon, voilà, la nouvelle situation, comment on fait? Et vous connaissez bien le mot connu par tous les Béninois, nous allons aviser. Bon, ensuite,
est-ce qu'il n'y aura pas un impact? C'est possible qu'il y ait un impact. Mais nous allons voir dans quelle mesure on va surmonter les différents obstacles et organiser le scrutin. En tout cas, je ne veux pas que la Sénat soit mêlée à des histoires politiques. Le débat politique n'est pas ici. Le débat politique, c'est ailleurs. Si les politiques prennent une décision, nous, en techniciens, on essaie d'appliquer ça et de traduire ça en actes concrets. Quelle est la suite à donner à la démarche là-bas, devant la cour criminelle, là? Devant la brigade. Devant la brigade, peut-être qu'on va m'amener jusque là-bas, jusqu'à la cour criminelle. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils vont nous relancer le moment venu. Moi, je n'ai rien, je ne suis pas concerné en tant que tel. Je suis tout simplement sachant comme ils ont l'habitude de le dire. C'est tout. Et ensuite, quelle autre question? Soustraction frauduleuse de documents. Moi, je ne vais pas accuser quelqu'un. Même si je me dis ça peut être tel, mais je ne vais pas aujourd'hui dire c'est tel. Peut-être qu'on va chercher pour savoir qui a fait ça. Parce que je vous dis que il n'y a plus d'institution dans ce cas. Il n'y a plus d'institution. Si un document peut se retrouver dans la rue... Appelant l'article 26 du Code électoral. Écoutez, l'article 26 du Code électoral dit que nous devons garder le secret des délibérations. Et je vous ai dit à l'entame de mon propos que je me trouve obligé de dévoiler un certain nombre de secrets de délibération parce que je suis contraint. Sinon, comment un parti politique peut-il devant la Cour exhiber des documents pour dire « voilà les preuves » ? Comment peut-on faire ça? C'est pas normal. Si on fait ça, bon ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de délibération. Or, il faut bien délibérer. Quand on dit, par exemple, bon, est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait comme délibération, les gens ne peuvent pas... Ils ont le droit. Ils ont le droit de saisir la Cour pour dire non, telle et telle chose. Hein? On n'est pas d'accord avec ça. Mais si, par exemple, on ne nous avait pas contraints à dire ce qui s'est passé, comment ces partis politiques-là l'auraient su? Ils n'auraient jamais su. Et de toute façon, une délibération, c'est une délibération. Moi, je suis enseignant. Je sais ce qu'on appelle délibération. Quand nous allons au bac, mais on demande aux élèves de venir avec leur livret scolaire. Pourquoi? Parce que si jamais ils n'avaient pas les 10, on regarde leur livret scolaire. Et on voit l'étudiant, l'élève là, mais durant l'année, il a bien travaillé. Est-ce que ce n'est pas ci ou ça qui est à l'origine de son échec? Et on dit, bon, on recorrige la copie où il a l'habitude d'exceller. Et parfois, on arrive à lui donner une autre note. Ou alors on dit, mais il a l'habitude de bien travailler, on ne va pas le pénaliser pour ça. Il lui manque un demi-point. Mais on lui donne le demi-point. Mais sur son diplôme, on n'écrit pas racheter. Mais comment on va faire ça? La délibération, je délibère, boulomaille. C'est-à-dire, c'est moi qui sais ce que je dois faire. Je veux faire ça. Donc, vous pouvez très bien commettre une faute. Et la Sénat peut dire, ah, mais au vu de ci, au vu de ça, voilà ce qu'on prend comme décision. Mais si malheureusement c'est dehors, ah, quelqu'un peut dire, mais c'est une faute et vous n'avez pas sanctionné, sans tenir compte de l'ensemble.
C'est pour ça que la situation est extrêmement grave. Il n'y a plus rien. Donc, concernant cette affaire de quelqu'un peut aller essayer la Sénat à la justice ou bien à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là. On a déjà dit que nous sommes des légalistes. Et nous ne faisons pas la loi. Nous ne l'interprétons pas. Et nous sommes conscients que les décisions que nous prenons peuvent être sujettes à caution. Nous ne sommes pas contre. Mais nous avons fait ce que nous avons fait là, en toute honnêteté, en tout esprit d'indépendance. Et dans notre âme et conscience, si on devait recommencer, on allait faire la même chose. Exactement. Bon, les gens qui veulent faire intervenir des considérations politiques dedans, mais quelle est la considération politique qu'il y a dedans? C'est regarder les dossiers et voir si un dossier est bien ou pas. On dit, ah, il n'y a pas tel groupe de partis dedans, mais est-ce qu'un parti s'est présenté ici, on l'a chassé? Non. Si un parti vient, on le reçoit. Mais si les pièces ne sont pas complètes, comment on va faire? Maintenant, si on estime que la Sénat n'est plus crédible, ben, écoutez, hein, la crédibilité, ça ne s'achète pas au marché. Et c'est cette même Sénat, je le rappelle, qui était là en 2015, en 2016. Donc, en fonction des intérêts, en fonction des situations, on est crédible ou non crédible. Bon, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas, nous ne pensons pas, tels que nous sommes là, que nous soyons des génies. Hein? Non, il y a peut-être des génies. Au Bénin, ils peuvent nous remplacer si c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez fait? On dort mieux. Voilà. S'il y a consensus, s'il y a consensus, si vous partez de zéro, vous partirez de zéro. S'il y a consensus, comment? Ah, quelqu'un a dit, s'il y a consensus, on partira de zéro? Non, c'est une question. C'est une question. Oui, mais on ne peut pas... On va dire quoi? On va dire que ceux qui ont déposé les dossiers là, ils n'ont pas déposé les dossiers. Ah, on va nous donner du travail encore. Comment ça? On va nous donner du travail pour dire, reprenez ces dossiers-là quand même. Vous voulez tuer les gens de la Sénat? Parce que pour faire ce travail-là, mais c'est plusieurs jours. Alors, si ce cas-là a été déjà réglé, maintenant, pour ceux qui n'ont pas été retenus, ah, le consensus va dire ce qu'il y a lieu de faire. Si le consensus dit de les prendre, mais pourquoi nous on est des passoires, hein? C'est tout, on n'a pas de problème. Il faudrait relever l'amalgame qui a été fait entre la convocation de la brigade criminelle et le recours devant la Cour constitutionnelle. Ah, vas-y. Non, c'est que nous sommes une Sénat qui veut travailler pour la paix, pour des élections apaisées, pour des élections transparentes. Et nous allons continuer toujours à faire ce travail. Nous n'allons pas entrer dans le jeu des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Et je dis que je les connais tous. J'ai fait avec eux pendant des années. Je sais comment ils fonctionnent. Quand ils ne trouvent pas une réponse à leurs problèmes, ils s'en prennent à quelqu'un d'autre. Tout ce qui se dit aujourd'hui sur la Sénat, là, la Sénat est perçue comme un dérivatif. Des problèmes qu'ils rencontrent, des frustrations, tout ce qui les enrichit. Je les connais, c'est mes amis, tous. Donc nous sommes sereins ici. Nous allons continuer à travailler jusqu'au moment où ils vont continuer à nous faire confiance. S'ils ne nous font plus confiance, quel est le problème? Quand on n'est pas membre de la Sénat, on meurt. Il y a même trop de travail ici, là. Il vaut mieux aller se coucher quelque part, manger des mangues et dormir sous les arbres. Et on ne va pas parler de votre... Non, tout le temps en disant, on l'a acheté, on lui a donné, il est parti à tel endroit. Où est-ce que je ne peux pas aller? Je vais là où je veux. Et je reçois qui je veux.
quelqu'un qui est de l'opposition, il vient chez moi, je vais le recevoir. Quelqu'un qui est de la mouvance, il vient, je vais le recevoir. Pourquoi il va fermer ma porte? La Sénat est ouverte à tout le monde. Et nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Mais nous ne travaillons pas pour quelqu'un. Nous travaillons dans l'intérêt général. Donc, merci beaucoup. Si au moins ce message-là, vous pouvez le porter et l'expliquer aux populations, comme ça, notre pays va connaître un peu de paix.